Le salon de l'orientation académique et professionnelle est en cours depuis hier à Yaoundé, alors qu'en cette période de rentrée dans les établissements, dans les universités d'État et même les instituts privés d'enseignement supérieur, chaque établissement cherche à orienter ses enseignements dans la professionnalisation et même encore plus dans l'entrepreneuriat. Nous en parlons donc dans cette autre sortie de votre émission devenue culte. On refait la presse de ce matin, chers inconditionnels de Cam10 Télévision, la télévision républicaine. Bonjour et merci de nous faire encore confiance ce matin. Votre présence devant votre écran, devant votre téléviseur à la maison ou alors au bureau nous honore. Nous allons tout d'abord prendre donc cette petite respiration et juste derrière, nous allons aller en kiosque pour visiter ce que nos confrères de la presse écrite ont eu à traiter ce matin comme actualité. Nous prenons cette respiration et juste derrière, on vous retrouve. Nous sommes donc dans l'espace consacré à la revue de presse dans cette autre sortie de votre émission. On refait la presse et ici nous débutons cette revue de presse avec le journal Cameroun Tribune. Le journal Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin et qui titre à sa grande une: infrastructure, le Nord-Ouest compte. Le journal de la rue de l'aéroport nous fait savoir ce matin que le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a inauguré hier l'axe routier Babadjou-Bamenda, 55,5 km. En outre, un pont stratégique a été ouvert à la circulation et le vaste chantier de la traversée urbaine lancé, et de même que les travaux d'un espace marchand. Il s'agit de projets qui matérialisent, la volonté des pouvoirs publics à favoriser un retour rapide à une vie normale et la relance des activités économiques dans cette région. Et donc, ceci nous dit, nous passons donc au journal Mutation ce matin qui relaie la même actualité et titre à sa grande une: Babadjou Bamenda, ça roule en paix. Le journal de Georges Alain Boyomo nous fait savoir ce matin que comme une offre ou un signe de décrispation de la crise sécessionniste, le Premier ministre, en compagnie notamment du ministre des Travaux publics, a inauguré hier cet axe routier rénové et relié qui devrait donc relier les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. C'est ce que nous dit ce matin le journal Mutation qui, en sa petite une, titre Salon de l'orientation pour les étudiants entrepreneurs. C'est ce que nous dit ce matin le journal Mutation en kiosque. Au journal Le Messager de titré en sa grande une de ce matin: Babadjou Bamenda, la route de l'espoir. Le journal Le Messager qui, en sa petite une, parle de l'orientation académique et professionnelle et nous fait savoir que l'université s'ouvre au monde, l'université camerounaise bien évidemment. Le journal L'Écho titre à sa grande une de ce matin: développement des infrastructures, le Nord-Ouest s'enrichit de nouvelles routes bitumées. Au journal Le Citoyen de nous faire également savoir sur la même information qu'un axe stratégique a été inauguré par le Premier ministre. De ce côté, le journal Le Citoyen qui parle de la politique ce matin et titre en sa petite une: présidentielle 2025, Matomba mobilisera 90 000 observateurs. Le journal nous indique donc en prélude à la présidentielle de 2025, Serge Espoir Matomba prévoit de recruter 90 000 observateurs électoraux chargés de veiller à la transparence du scrutin sur l'ensemble du territoire. Nous dit ce matin le journal de Gabriel Ndong. Et nous passons au journal La Nouvelle Expression en kiosque ce matin qui nous fait donc rester en politique et qui cite à sa grande une: présidentielle 2025, Camto interpelle les candidats. Le journal nous informe ce matin que le candidat décalé par le Conseil constitutionnel vers qui tout le monde se retourne. Pourtant, il rappelle qu'il n'est pas
un faiseur de roi. Il leur demande plutôt de chanter, de clarifier la situation et en simplifier le choix des électeurs par une alliance politique qui évite les affrontements entre les candidats et la dispersion des voix des électeurs. Particulièrement, il cible les deux valeureux et dignes fils du Cameroun, candidats originaires de la partie septentrionale du pays, et en appelle donc à leur patriotisme et à leur sens du devoir. Nous dit ce matin le journal La Nouvelle Expression. En kiosque ce matin, le quotidien Mutation, le quotidien Émergence, lui quant à lui titre ce matin candidat consensuel de l'opposition, l'appel de Camto aux 11 candidats de la présidentielle, candidats de l'opposition bien évidemment à la présidentielle, nous dit ce matin le quotidien Émergence. Au quotidien le jour de tirer également sur la même actualité 2025, l'appel de Maurice Camto, le journal Le Jour qui parle également de l'entrepreneuriat ce matin et nous indique que 5000 étudiants seront donc bientôt accompagnés par l'État. C'est ce que nous dit ce matin le journal de Aman Mana. Le quotidien, le journal Aigle du Sahel, en kiosque ce matin, quant à lui, titre présidentiel du 12 octobre 2025, le jeu trouble de Bello Bouba et d'Issa Chiroma contre l'alternance. C'est ce que nous indique ce matin le journal Aigle du Sahel. En kiosque, les détails sont donc à retrouver dans les colonnes de ce journal. Et puis le journal Grand Ouest également parle de la présidentielle de ce matin, titre candidature consensuelle du 12 octobre, le grand malaise. Le journal nous présente donc les figures de ses opposants à Paul Biya qui concourent donc pour la magistrature suprême et qui devront prendre part à l'élection du 12 octobre prochain. Le journal Sa Presse, quant à lui, parlant également de cette échéance électorale, titre à sa grande une, présidentielle dans l'Ondé, Bimbamgi à Bangante. Le journal fait savoir que quand l'engagement politique devient une promesse de fidélité en présentant les œuvres de Ketia Kotes Célestine. Et au journal Média Action en kiosque ce matin, de titre Adamawa, vivre ensemble et autonomisation des femmes, Mami Nyanga mobilise plus de 1000 femmes dans la Damawa, nous indique ce matin le journal. Au quotidien, Réalité Plus, de parler d'autre chose et de nous présenter au bas de sa une, de nous faire donc savoir que dans la police, le DGSN Matam Badrangele a remis les diplômes à 2244 inspecteurs et gardiens de la paix. Le journal de Paul Ngwale Kindi nous fait savoir que la cérémonie s'est tenue ce 17 septembre 2025 au centre d'instruction de Moutengene en présence du gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okaliabilai, le délégué général à la Sûreté nationale. Martin Badrangele a demandé aux fonctionnaires de police d'être exemplaires partout où ils vont servir. Nous disons le journal Le Quotidien Réalité Plus de Paul Ngwale Kindi ce matin. Le journal Le Grand Titre relaie la même actualité ce matin et titre à sa grande une, police nationale, le SIAP Moutengene forme 2244 inspecteurs et gardiens de la paix. Le journal indique que la cérémonie de remise des épaulettes et des diplômes qui s'est tenue le mercredi 17 septembre 2025 a été présidée par le délégué général à la Sûreté nationale Martin Badrangele. Parmi les lauréats figurent 96 inspecteurs spéciaux de police, 398 inspecteurs de police issus du recrutement direct et 1750 gardiens de la paix, soit un total de 2244 nouveaux gradés en président. Cette cérémonie, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Badrangele, a exhorté les inspecteurs et gardiens de la paix à faire preuve de dévouement et de professionnalisme durant leur exercice. En sa grande une, le journal au grand titre nous parle de l'alimentation d'eau potable dans la ville de Garoua et nous fait savoir que le gouvernement salue les avancées du projet en eau potable de ce côté-là. Et le journal L'économie dont nous parlons nous permet
de parler de l'économie ce matin. Et le journal de Thierry Kouti qui tique sa grande une. Évaluation, les pays de la CEMAC toujours dépendants des financements extérieurs. Le journal nous fait savoir que les taux d'endettement restent élevés, ce qui n'est pas sans conséquence sur les économies de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Au bas de sa une, le journal titre Économie innovante en 2025. Le Cameroun craint le pas, nous indique le journal L'économie ce matin. Nous restons en économie avec le quotidien Info Matin, kiosque ce matin bien évidemment, et qui titre dans sa grande une Exposition universelle d'Osaka, la qualité du cacao camerounais célébrée au Japon. Le journal de Dieudonné Mbengue nous fait savoir que la présence du ministre du Commerce, Luc Magloire Balga, à Tangana, chef de la délégation, à ces festivités marquant la journée nationale du Cameroun, à cette exposition très courue, démontre l'importance que le chef de l'État Paul Biya accorde aux cacaoculteurs camerounais. Nous dit ce matin le journal de Dieudonné Mbengue et le journal La Météo nous permet de rester en agriculture et surtout titre ce matin donc champs sémenciers de blé, soja et maïs. Gaondéré satisfait du conseil d'administration de l'IRAD. Le journal en nous informant que pour prendre le pôle de la contribution de l'Institut que dirige le directeur, le docteur Noé Wing, et à la politique d'import-substitution prônée par le chef de l'État, Paul Biya, à travers la production de semences de qualité. Les administrateurs du conseil d'administration de l'IRAD, sous l'égide de leur président, le professeur Nanganga, ont donc effectué une visite de terrain à Wazangde, Wakwa et puis à Mbangboum. C'était donc dans la région de la Tamawa. Le journal Info Plus Santé en kiosque ce matin nous conduit donc dans la lutte contre la poliomyélite et nous fait savoir que du côté de l'extrême nord, la vaccination est en marche, en nous indiquant que les enfants âgés de 0 à 5 ans sont appelés à se faire vacciner à compter de ce jour et ce jusqu'au 21 septembre prochain. L'opération s'inscrit dans le cadre des journées locales de vaccination et concerne les enfants qui vivent dans les districts de santé de Maga, Vélé et Kousseri. En sa petite une, le journal Info Plus Santé parle de nutrition infantile et nous fait savoir ce matin que la vitamine A contre les carences de suppléments. La supplémentation des enfants en vitamine A est recommandée pour aider ces derniers à combler les différents manques nutritionnels et les mettre donc à l'abri de certaines maladies afin de favoriser leur bonne croissance. Nous dit ce matin le journal Info Plus Santé en kiosque. Nous terminons donc cette revue de presse avec le journal Le Flambeau. Le journal Le Flambeau qui titre sa grande une Paul Biya, Chantal Biya, reine de la petite reine. Le journal nous fait savoir que dame d'exception, dame d'affluence et non d'influence, qui tient haut le flambeau de l'humanitaire, la première dame du Cameroun est, à l'instar de son illustre époux, une passionnée du vélo. Le 14 septembre dernier, elle était présente au boulevard du 20 mai à Yaoundé pour illuminer la cinquième et dernière étape de la 25e édition du Grand Prix cycliste international qui porte donc son prestigieux nom. Les temps forts de ce moment sont donc à retrouver dans le journal Le Flambeau de ce matin. Ceci dit, nous avons donc terminé cette revue de presse et merci de l'avoir suivi de la façon la plus religieuse ce matin. Nous allons donc prendre cette petite transition, question de respirer et d'accueillir nos invités qui sont déjà bien installés sur ce plateau.
Nous accueillons donc nos invités, certains qui sont déjà bien installés sur ce plateau. Vous êtes toujours dans vos... On refait la presse poursuit donc son périple dans cette autre sortie ce matin. Et Jacquet, celui-là qui nous a retrouvés en premier ce matin, lui c'est un journaliste, il est parmi nous, c'est un habitué de ce plateau de On refait la presse. Lui c'est Martial Obiono. Martial, bonjour et bienvenue sur le plateau de On refait la presse. Bonjour Antoine, bonjour aux panélistes ici sur le plateau et à tous les autres téléspectateurs. Permettez que je puisse adresser un bonjour particulier à un acteur clé du développement local dans le département du Bambeyou, dans le village Tchekos. J'ai nommé M. Emmanuel Bomoking qui, au cours des activités vacancières, a initié un championnat pour la promotion, pour l'émergence du village Tchekos, un championnat qui a permis, dans le même temps, de primer les meilleurs élèves de cet arrondissement-là et ainsi consolider et matérialiser le vivre ensemble. Oh, alors, il faut donc consolider et matérialiser le vivre ensemble. Je vois que juste à tes côtés, Charlton, donc, celui-là qui est également un habitué de ce plateau, ses analyses édifient toujours nos téléspectateurs et il laisse toujours une marque chaque jour qu'il passe dans cette émission, dans ce programme de On refait la presse. Lui, c'est Paul Stéphane Menonga. Paul Stéphane Menonga, bienvenue. Vous êtes universitaire, vous êtes politologue aujourd'hui. Encore, vous allez nous édifier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Okala, bonjour aux copanélistes, bonjour aux téléspectateurs et même aux internautes. C'est toujours un plaisir et même un privilège d'être présent à On refait la presse. Alors, merci donc pour votre présence ce matin. Et notre qui est là, lui également, c'est un habitué de ce plateau de On refait la presse. Il est enseignant, il est chercheur. Donc, également, aujourd'hui, nous allons bénéficier de ses analyses parce que nous avons un sujet poignant sur l'enseignement supérieur. Lui, c'est Christian Noël Kaljob. Alors, Christian Noël, bonjour et bienvenue sur le plateau de On refait la presse ce matin. Oui, merci. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Bonjour Monsieur Okala, bonjour à mes co-panélistes. Permettez-moi de dire un bonjour particulier à Monsieur Viket Roger, Gabriel Michael et Monsieur Telep André qui est en service à la direction des ressources financières et matérielles au ministère de l'Éducation de base. Alors, merci donc à ces personnalités qui nous suivent ce matin et à qui vous faites un clin d'œil également ce matin. Nous vous disons merci et nous vous disons encore merci une fois de plus pour votre confiance. Nous allons donc aborder une autre étape de cette émission. Question d'analyser les unes qui sont sur la place publique ce matin. Alors, Martial, vous avez suivi la revue de presse ce matin. Est-ce qu'il y a un journal qui aura retenu votre attention de la manière la plus particulière ce matin? Oui, effectivement, Monsieur Okala, ce matin, la presse relaie abondamment l'inauguration de la route Babadjou-Bamenda. Mais je ne vais pas m'appesantir dessus ce matin parce que à côté on parle de l'endettement. La zone SEMA qui reste fortement dépendante des financements extérieurs. Donc je vais commenter la une du journal Économie si la réalisation peut nous... oui, le journal Économie, le quotidien. On comprend donc que ce n'est pas une exclusivité camerounaise. Non, pas du tout, ce n'est pas une exclusivité camerounaise. C'est la situation même réelle de la plupart des pays dans la sous-région CEMAC. Parce qu'il faut comprendre que cette forte dépendance a des causes à la fois endogènes et exogènes. Maintenant, au niveau exogène, on a la volatilité des prix sur le marché international. On parle là des matières premières, on parle du taux d'endettement. Au niveau interne, on a l'épineux problème de la gestion des finances publiques. Voyez-vous qu'aujourd'hui, les institutions de Bretton Woods mettent un accent particulier sur la rationalisation de la dépense publique. Le Cameroun n'est pas une exception. Parce que quand vous regardez, par exemple, le budget en préparation, soit pour 2026 ou le budget 2025, on constate que les dépenses de fonctionnement sont plus élevées, prennent pratiquement 3/4 du taux de l'enveloppe globale, alors que les dépenses d'investissement couvrent seulement 1/4.
À côté de ce paramètre-là qui concerne la gestion des finances publiques, il y a l'aspect lié à l'employabilité. La sous-région SEMAC en elle-même, 65% des emplois se trouvent dans le secteur informel. Donc, on se retrouve donc avec une difficulté permanente de pouvoir capter, de pouvoir capter cet argent-là qui se volatilise dans le circuit informel. Donc, c'est une question qui est pendante, qui démontre à suffisance qu'il est important pour les États de la sous-région de mettre en place des mécanismes d'autofinancement interne pour pouvoir réduire de manière considérable la dépendance au financement extérieur. Parce que, rassurez-vous, lorsque le financier extérieur vous donne son argent, il oriente son financement vers quelque chose de bien spécifique, quelque chose de bien précis, où il a un intérêt à gagner. Donc, nos États gagneraient mieux à davantage mettre en place des politiques qui nous permettent de nous autofinancer au moins à 80% de manière à réduire considérablement la dépendance aux finances extérieures. Merci pour cette analyse-là, ce plus que vous nous apportez sur la une du journal L'économie. Alors, Paul Stéphane, vous avez également suivi la revue de presse ce matin. Est-ce qu'il y a un journal qui, pour vous, vous retient dans votre attention particulièrement ce matin? Oui, le journal qui a particulièrement retenu mon attention ce matin, c'est La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression. Qui titre que Maurice Kamto interpelle les candidats. Tout à fait. Et aussi, j'ai eu à lire cette sortie du professeur Maurice Kamto, qui est, j'ai envie de dire, un peu intelligent dans sa sortie. Parce que vous savez que depuis qu'il a été disqualifié du Conseil constitutionnel, plusieurs personnes ont présenté le professeur Maurice Kamto comme celui qui pouvait faire le roi, entre guillemets. Et lui fait une sortie en disant qu'en réalité, il n'est pas le faiseur de roi. Et quand vous analysez, il a raison. Il a raison parce que il ne peut pas être le faiseur de roi tant que déjà les candidats eux-mêmes ne prennent pas conscience de ce qu'il faut faire pour gagner une élection. Et tout ce qu'il a dit sur le plan de la sociologie électorale, en réalité, est une vérité de la palisse. Ça veut dire aujourd'hui que le professeur Kamto peut décider de soutenir un candidat. En réalité, si ce candidat-là n'est pas porté, c'est le professeur Kamto qui perdra sa crédibilité. En réalité, il est prudent. Il est en train de leur dire que je peux apporter mon soutien à une éventuelle candidature de l'opposition, mais en condition qu'elle remplisse déjà des conditions même qui garantissent qu'il y ait un effet. Et la crédibilité. Oui, et que mon soutien ait un effet. Donc, en réalité, il pose les conditions de son soutien. C'est ce qu'il faut comprendre. Et il donne même déjà les orientations, en fait, de la candidature consensuelle qu'il pourrait soutenir. Parce que dans son discours, il insiste sur l'expérience. Ça veut dire en réalité, de façon, quand vous analysez le sous-entendu ou le présupposé que si c'est Monsieur Hiram, j'ai rien contre lui, qui est le candidat consensuel, Kamto ne pourra pas apporter son soutien. Si c'est l'honorable Cabral Libi qui est le candidat consensuel, je doute fort que le professeur Kamto apporte son soutien. Par contre, si on a un Issa Tiroma, un Belobouba Maïgari, vu que dans sa sortie, même il a évoqué les exactement, c'est pour ça que je dis, il parle d'expérience. Il est déjà en train de donner la ligne. Si on a un Belobouba Maïgari, un Tiroma, ou alors même un Akeremouna, on pourrait voir donc le professeur Kamto apporter son soutien. Donc moi je pense que dans le fond il a quand même raison. En réalité la balle est du côté des opposants. Parce que quand vous faites une analyse... Alors Paul Stéphane, est-ce qu'en retour il ne fait pas l'appel des pieds par rapport à sa consigne de vote? Pour du genre, il peut être appelé par X ou Y. Justement, il est déjà d'abord en train de conditionner son appel au vote. Il est en train de le conditionner. Parce que en même temps, il faut savoir que son appel au soutien d'un candidat peut jouer sur sa crédibilité maintenant et dans le futur. C'est pour ça qu'il ne va pas choisir n'importe quel candidat. Ça veut dire que s'il faut qu'il soutienne un candidat, il faudrait quand même que ce candidat fasse un bon score, même s'il n'arrive pas à gagner les élections. C'est pour ça qu'il ne va pas s'aventurer à soutenir n'importe qui. Parce que si on vous dit que le professeur Kamto vous a soutenu et qu'à la fin vous n'arrivez même pas à avoir 6%, ou bien 1%, oui, ça va mener justement les gens à s'interroger
sur la crédibilité du professeur. C'est pour ça qu'il pose dans les conditions d'un soutien. Alors si les conditions là ne sont pas réunies, il n'apportera pas son soutien parce qu'il va préférer justement garder cette crédibilité-là et j'ai envie de dire cette énigme-là. C'est simplement ce qu'il faut comprendre de la sortie du professeur Maurice Kamto. Merci. Alors, Christian Noël, vous également, vous étiez là, vous avez suivi la revue de presse ce matin. Y a-t-il un journal qui retient votre attention de la manière la plus particulière? Bon, je veux qu'on revienne sur Info Matin. Oui, qui parle du cacao. Qui parle du cacao. Et peut-être que la météo aussi qui a parlé de l'Iran, les deux actualités. Nous sommes là dans l'agriculture. Nous sommes dans l'agriculture. Vous savez, le 10 février 2016, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à l'envoi de la jeunesse, a dit ceci, que j'engage les jeunes à opérer un réel changement de mentalité au sujet de l'agriculture. La terre ne trahit jamais. N'ayez pas peur de franchir le pas. Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. Ici, à travers Info Matin, on met en exergue la position locale. Vous avez vu l'IRAD, qui est l'Institut de recherche agricole pour le développement du Cameroun. C'est une institution qui travaille sur la production des semences. Parce que vous savez que dans les projets agricoles, on a besoin de la production, de la conservation, de la transformation, mais surtout de la commercialisation. Si aujourd'hui, dans le projet étatique, dans la planification, dans la conception, même dans la stratégie, on a parlé beaucoup plus d'import-substitution, sur remplacement de la position extérieure par la position locale. Si aujourd'hui, on a du mal à ressentir cette production avancée, c'est justement parce qu'on a du mal à contrôler toutes les étapes. Parce qu'à chaque fois, il faut toujours se poser la question, on va produire comment? Mais à chaque fois, nous sommes rendus compte que les produits camerounais sont toujours bien vus à l'extérieur. Même dernièrement, je n'entre pas en politique, le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il prenait la parole, disait que comment se fait-il que le cacao camerounais coûte 5 000 alors que le cacao ivoirien coûte 2 000 francs. Donc pour la Côte d'Ivoire qui était jadis devant le Cameroun. C'est le premier producteur mondial du cacao, la Côte d'Ivoire. Il expliquait que c'est parce que le Cameroun est un pays libre et autonome et indépendant. Donc c'est même pour cela. Donc si nous revenons, cette actualité nous permet juste de revoir que le Cameroun est en train d'avoir les prix sur la qualité de leurs produits. Peut-être que cette qualité qui est remise en cause par nous les Camerounais, parce qu'il faut que nous commençons à apprendre à consommer. On ne peut pas avoir le meilleur prix sur le cacao, sur le café, et que chez nous, on ne puisse pas vraiment consommer, parce que si on produit, si on consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas, ça ne peut pas établir l'équilibre. Donc il faudrait que, à travers ces prix, que nous puissions nous-mêmes nous interroger sur notre alimentation, savoir que nous au Cameroun on produit on a une production de qualité. Merci. Au Cameroun, on a donc une production de qualité en ce qui concerne le cacao, et non seulement le cacao, et même toute l'agriculture. Ceci dit, nous allons donc prendre cette autre respiration est juste derrière. On revient parler du thème mis sur la table des analystes ce jour, celui qui concerne donc l'orientation académique et professionnelle. Nous allons nous poser la question de savoir pour quelle finalité est-ce que cette orientation est une étape, est un pilier qui permet véritablement aux étudiants de réussir. Tout cela sera analysé dans quelques instants. Nous prenons donc cette petite respiration et on se retrouve juste derrière. Retour donc sur le plateau de On refait la presse ce matin. Nous parlons de l'orientation académique et professionnelle pour nos étudiants qui sont dans nos universités, que ce soit les universités d'État ou alors les instituts privés d'enseignement supérieur. Nous allons donc parler de l'orientation et nous avons des spécialistes de l'éducation et même des spécialistes de l'enseignement qui sont parmi nous ce matin. Je veux donc me retourner vers Paul Stéphane qui est parmi nous. Il est universitaire, il est politologue. Alors Paul Stéphane, vous qui êtes au contact des étudiants de temps en temps, est-ce que l'orientation est ce pilier-là qui devrait permettre leur réussite dans leur cursus académique? Oui, je veux dire que vous posez là une problématique
très importante aujourd'hui. Merci. J'ai envie de dire une problématique qui devrait même généralement être posée immédiatement après que les enfants aient réussi le baccalauréat. Parce que nous qui sommes dans le monde universitaire et même des formations, nous remarquons souvent beaucoup de choses. Beaucoup d'enfants passent à côté à cause de la mauvaise orientation professionnelle et académique. Parce que l'enfant déjà, il ne maîtrise même pas, par exemple, quels sont les métiers porteurs, quels sont les métiers d'avenir. Du coup, il décide d'aller faire une spécialité dans une université de la place. C'est quand il finit par avoir un master 1, après avoir essayé plusieurs concours, qu'il se rend compte qu'en fait, il s'était mal fait orienter. Résultat de course, il est obligé de se réorienter. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'y a pas eu quelqu'un, ou alors il n'a pas pu consulter quelqu'un qui lui a dit que, attention, voici les spécialités qui existent, voici les métiers qui existent, mais en réalité, pour pouvoir t'insérer, parce que la finalité, c'est l'insertion professionnelle. Tout à fait. Pour avoir plus de chances d'avoir une insertion professionnelle, voici ce qu'il faut faire. Parce qu'en réalité, c'est l'orientation professionnelle et académique qui vous permet de construire à vous votre plan de carrière et votre projet professionnel. Et on a donc beaucoup de jeunes Camerounais qui n'ont ni de plan de carrière, ni de projet professionnel. Ils vont à l'université simplement pour aller. Il est incapable de te dire ce qu'il compte être dans 5 ans. Il est incapable de te dire pourquoi il a choisi telle spécialité et non telle spécialité. Il est incapable de te donner les débouchés de la spécialité ou de la filière qu'il est en train de faire. Bref, il est incapable de te donner des raisons objectives qui pourraient justifier pourquoi il exerce dans ce métier. Il est même incapable, je vais aller plus loin, de te donner les éléments d'insertion professionnelle. Parce qu'avant justement de faire un choix, il y a une manière. On peut chercher à avoir les informations, par exemple, sur le taux d'insertion de la filière. Je prends un exemple. Je veux faire, par exemple, banque et finance. Je dois chercher à savoir le taux d'insertion de ceux qui font la banque et la finance au Cameroun. Et c'est là où, quand même, il faut saluer la loi d'orientation universitaire de 2023, parce qu'il ne faut pas toujours critiquer pour critiquer. Quand c'est bien fait, il faut reconnaître que c'est bien fait. Et quand c'est mal fait, tu critiques pour qu'on améliore. Et là, quand même, il faut saluer cette loi d'orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun, la loi de 2023, qui voudrait aujourd'hui justement que chaque université, qu'elle soit publique ou privée, soit une entreprise. Et que chaque étudiant soit un entrepreneur. Là, au moins, c'est un début de solution, justement, à la problématique que vous posez aujourd'hui. Alors, Martial, Paul Stéphane parle du concept d'un étudiant en entrepreneur. Est-ce que dans notre contexte, nous avons encore des filières que je ne veux pas citer, mais des filières qui prêtent à... qui sont compliquées? Est-ce que ce concept-là peut vraiment favoriser cette affaire d'un étudiant entrepreneur et d'étudiant entrepreneur? La vérité, c'est que chaque filière a ses débouchés. Ça, on ne va pas se mentir, parce que les filières, on les crée sur la base de quelque chose. Vous voyez, nous avons des comme filières, si on avait... sans toutefois vous couper, comme LMF, lettres modernes françaises, nous avons la sociologie, nous avons lettres modernes africaines, un truc comme ça. Est-ce que ces filières-là, vous pensez qu'elles peuvent vraiment déboucher sur l'entrepreneuriat? Je viens de vous dire que étudiants à devenir entrepreneurs. Je viens de vous dire que chaque filière a des débouchés. C'est comme un hôpital. Quand on ouvre un hôpital quelque part, c'est pourquoi? C'est parce qu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent être malades là-bas, non? Tout à fait. C'est le même concept donc quand on met en place des filières. Moi, je vais rejoindre Paul Stéphane qui évoquait beaucoup plus la question de l'orientation, parce que c'est même ça la base. Et moi, je vais repartir même un peu plus loin, parce que lui, il est allé après des études secondaires. Moi, je vais partir plus loin sur les différentes phases de l'évolution de la vie d'un individu, où on a la phase de l'enfance, la phase de l'adolescence. Parce que, voyez-vous, on exerce une profession parce qu'on a une passion pour cette profession-là. Vous êtes à Camdis tous les matins, pourquoi? Parce que vous aimez le journalisme. Tout à fait. Vous aimez ce travail-là. Donc, il faut partir de la base, l'observation directe. Quand on a des enfants à la maison,
on observe en chaque enfant quelque chose qu'il aime faire. Et je crois qu'à partir de là, quand on va de sa période d'enfance jusqu'à l'adolescence, on a donc le temps d'observer les tendances. Ok, quand il était enfant, voilà ce qu'il aimait faire. Lorsqu'il a atteint l'âge de l'adolescence, qu'est-ce qui a de plus en plus préoccupé son temps? On a des petits-enfants à la maison qui, la plupart du temps, vous allez trouver un bébé, un enfant, qui lui, peut-être, c'est l'aiguille et le fil qui l'intéresse, ou de temps à autre, il est en train d'essayer de tricoter quelque chose. Il faut encadrer justement l'orientation avec la passion que l'enfant exprime. Ça, c'est d'un. De deux, aujourd'hui, le concept d'un étudiant, un entrepreneur, on peut l'implémenter. La situation qui se... Mais là, on fait face à une difficulté, c'est celle de l'employabilité, de la formation. Moi, j'ai, sans publicité, j'ai eu le temps de visiter un institut privé, l'Institut universitaire Bissaï. On fait de très bonnes choses là-bas. Il faut dire que les entreprises Bissaï communiquent à Camdis Télévision. Justement, on fait de très bonnes choses là-bas. Pourquoi je salue ce qui est fait là-bas? Parce que on a compris dans quel concept il faut encadrer l'étudiant. Un étudiant peut se lever un matin et dire il veut faire banque finance. Là-bas, il va trouver des conseillers d'orientation qui vont lui dire, bon, ok, de telle classe à telle classe, tu as eu quelle moyenne peut-être en mathématiques, en ceci, en physique ou bien je ne sais pas, en chimie. Est-ce que sur la base de tes résultats, tu estimes que tu peux t'en sortir? On fait donc une analyse profonde. Et même du parcours. Parce justement, là-bas, on fait une analyse profonde du profil de l'étudiant, des classes secondaires jusqu'au moment de son entrée au supérieur. On étudie le profil. C'est sur la base donc, de ce profil où on dit, bon, ok, on constate peut-être qu'en philosophie, il a souvent 30. On dit, bon, mais si en philosophie, il a 30 sur 50. Pourquoi ne pas peut-être l'orienter en faculté de théologie? Donc, il y a cette observation-là qu'il faut prendre très au sérieux. Quand je parlais de la question de l'employabilité, c'est parce qu'aujourd'hui, on essaie un peu de rectifier le tir. Au départ, on a importé des modèles d'éducation. Je vous expliquais tout à l'heure en off que entre janvier et juin 2025, au cours du premier trimestre 2025, 10 350 Camerounais ont émigré au Canada. Tout à fait. Parmi eux, il y a le plus grand quota, c'est des enseignants. Ils sont formés où? Au Cameroun. Ça veut dire qu'en matière d'offre de formation, le Cameroun a beaucoup de choses à proposer. Mais la question se pose au niveau de l'employabilité. Oui, on forme. Est-ce qu'on peut employer? Ça amène donc tous ceux-là qui ont subi une formation à se retrouver outre-mer, à émigrer. On ne va également chercher la meilleure des vies. Justement, il y a le contexte social également qui explique, qui justifie cet exode massif. Donc, il faut aujourd'hui associer le concept un entrepreneur à l'orientation de base. Comme je vous ai indiqué tout à l'heure, à partir de l'enfance. Et qu'il faut mettre un accent vraiment particulier sur l'orientation scolaire. Parce qu'il y a beaucoup de nos enfants qui s'engagent parfois dans des filières par suivisme. Allez dans les universités, vous avez un gars à la maison qui le matin vous dit, bon, je vais en Angola, je vais faire physique. Il arrive là-bas, il trouve son ami qui dit, bon gars, moi je vais faire maths. Parce que c'est des amis et ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas la même faculté, les mêmes capacités. Il va dire, bon, gars, si tu ne peux pas faire maths, allons faire maths. Donc il y a beaucoup de travail à faire et le travail doit commencer au niveau même du noyau familial. Parce que les parents aujourd'hui, ils ont déserté de leurs responsabilités. Combien, tu dis parents, combien sont capables de vous dire ce que les enfants apprécient faire? Sur 10 parents, je ne pense pas que 4 ou 5 parents sont capables de vous dire, bon, j'ai observé mes enfants à la maison, Elodie aime faire la cuisine, on peut l'orienter en filière hôtellerie, restauration. Bon, et à Junior, là, j'ai constaté que lui, il aime tricoter les appareils, il peut aller faire on dira que c'est pour électronique, ou bien on peut l'orienter dans les métiers du numérique. Donc, il y a ces parents qui ont démissionné de leurs responsabilités. À côté de ça, les parents doivent travailler en étroite collaboration avec les responsables de l'orientation scolaire. C'est ce que moi j'ai vu. Je parle encore une fois de plus de l'Institut universitaire Bissaï. J'étais là-bas, j'ai vu. Non, je ne fais pas de la publicité, je parle des faits. Je parle de ce que j'ai vu là-bas. Ou quand un étudiant arrive, quand il a dérapé, on appelle ses parents. On le fait convoquer.
J'ai assisté une ou deux fois où les responsables de l'orientation à l'Institut universitaire Bissaï travaillent en étroite collaboration avec les enfants, où on dit aux parents, bon, ok, votre fils dit qu'il veut faire telle chose, vous dites qu'il doit faire telle chose, voici son profil scolaire. Par rapport aux résultats qu'il a obtenus, nous pensons que la meilleure orientation, ce serait telle chose. Où on demande aux parents, bon, vous êtes avec lui à la maison, il vous montre des facultés à vouloir faire quoi la plupart du temps. Donc, il faut associer les énergies, parce que c'est un travail multisectoriel qui implique beaucoup d'acteurs, à la fois les parents, les éducateurs et même l'État dans sa globalité en matière de politique éducative. Merci. Un travail donc qui applique plusieurs secteurs, plusieurs paramètres. Alors, Christian Noël, aujourd'hui on parle de professionnalisation de l'enseignement également. Vous qui êtes dans l'enseignement supérieur, comment d'abord comprendre ce concept, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas parmi nos téléspectateurs là. Merci beaucoup, Monsieur Okala, de m'avoir posé la question. Vous savez, après le sommet sur la transformation de l'éducation en 2022, à New York, où le Cameroun a été membre de ce sommet qui a bouleversé même le système éducatif du monde. Il y avait 12 points principaux que le Cameroun a ratifiés. Parmi les plus importants, il y avait la professionnalisation des enseignements, l'entrepreneuriat et la digitalisation des enseignements. Voilà les 3 points essentiels où notre système éducatif camerounais est orienté. Donc, comme vous avez parlé de la professionnalisation des enseignements, comment on peut faire pour que notre système éducatif s'oriente sur les 3 points essentiels? Mais maintenant, si nous revenons sur la question de l'orientation, nous pouvons nous dire que l'orientation scolaire permet déjà de réduire les cas d'abandon. Si on regarde les données du système d'information, la gestion des enseignements au Cameroun, on se rend compte qu'au niveau de l'école primaire, on a en moyenne 75% de taux de finition, donc ceux qui finissent. Et quand on regarde les jeunes qui intègrent l'école primaire, on est à 98% au Cameroun aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a un taux d'abandon un peu plus ou moins élevé. Donc je me dis que si on mettait cette orientation à partir de l'école primaire, on pouvait diminuer les taux d'abandon. Parce que ces taux d'abandon se voient partout, même à l'université encore c'est plus élevé. Vous voyez, comme mon copanéliste a dit qu'on arrive, on ne sait même pas quelle fille, on n'a même pas les informations. Avant même les débouchés, il faut déjà connaître le profil de carrière qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Et ce que la vie te permet de faire. Parce que vous pouvez avoir envie d'enseigner, comme nous avons tous envie d'enseigner. Mais est-ce que si on ne te recrute pas comme enseignant, tu peux vraiment faire cette profession? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Parfois, vous voyez un enfant qui veut être, il dit, bon, un enfant qui veut être ingénieur, mais qui n'a pas eu l'information qu'il fallait choisir la C. Il a fait, étant en troisième, l'enfant est allé faire la littérature. Et c'est à la fin que, quand il a son bac, il veut être ingénieur, on dit que mon monsieur, ce n'est plus possible. Il fallait toutefois. Donc il faut vraiment qu'on puisse multiplier, parce que vous voyez le nombre même de ceux-là qui sont recrutés comme étant les conseillers d'orientation dans les établissements scolaires est réduit. Il faut élever et il faut informer. Vous savez que l'éducation a ses 3 maillons. Même dans l'orientation, on a la famille, on a l'école et l'environnement. C'est ça qui t'oriente. Lorsque vous vous exprimez, on se pose, qui vous a éduqué? Qui étaient vos parents? Vous avez fréquenté où? Et vous avez habité où? Tout ce que vous avez fait dans la vie, à 80%, tourne autour de là où vous avez vécu, qui vous a éduqué, qui étaient vos parents, et là où vous avez fréquenté, votre parcours académique. Là, on peut savoir quel type d'homme nous avons face à nous. Donc, l'orientation, si on se dit souvent qu'il y a ce qu'on appelle un tiers. Ça veut dire qu'on se dit que l'enfant a 8 heures de temps à la maison, 8 heures de temps à l'école et 8 heures de temps entre l'école et... Maintenant, si les parents ne font pas leur travail, parce que l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'élément absorbant. Si vous n'orientez pas votre enfant, l'environnement va l'orienter. Si l'enfant ne part pas à l'école, l'environnement va l'enseigner. Donc, ce qui est sûr, il faut une synergie d'action entre les parents
les enseignants et l'environnement pour que l'enfant puisse choisir. Si aujourd'hui, les enseignants ne font pas la publicité de leur métier et ne montrent pas que être enseignant est une bonne chose, mais les influenceurs, eux, ils vont montrer aux enfants que être influenceur est une bonne chose. Par conséquent, les enfants vont croire que être influenceur est plus important que être enseignant. Parce que eux, ils font, quand ils viennent à la télé, ils font un peu, on dit souvent, on appelle ça comment, ils font rêver les enfants. Donc, je pense que l'orientation, oui, pour terminer, pour ce premier scolaire, l'orientation, je pense que on a besoin de plus de conseillers d'orientation. Et nous-mêmes, les parents, nous devons orienter nos enfants en fonction de leurs compétences, en fonction de leur savoir et surtout en fonction de leur volonté. Parce que tout ce que vous faites par amour, vous le faites très bien et sans toutefois porter... Merci Christian. Alors, pour Stéphane, vous qui êtes dans l'enseignement supérieur, on parle de professionnalisation des enseignements. Aujourd'hui, j'ai causé avec, dans mes recherches journalistiques, j'ai causé quand même avec certaines personnes qui sont dans certaines filières, qui ne comprenaient pas le concept. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez nous détailler ce nouveau concept-là, qui existe depuis 2 ou 3 ans par là, cette professionnalisation des enseignements? Est-ce que cela peut toucher toutes les filières? C'est vrai que c'est difficile que ça puisse toucher toutes les filières, parce que pour que la professionnalisation ait un impact, en réalité aussi, il faut une réforme du système éducatif. Parce que j'ai rien contre certaines filières, mais il faut tenir compte de l'environnement et des réalités, parce que nous avons encore beaucoup de filières coloniales, en réalité, qui ne nous apportent pas beaucoup de choses. Parce que j'aime prendre un exemple banal avant d'arriver justement dans la professionnalisation. Parfois, je prends un exemple banal et ça amuse les gens pour illustrer ce que je dis. Est-ce que vous savez que le jour que je rêve mal, mon réflexe, ce n'est pas d'aller chez le psychologue. Mon réflexe, c'est d'aller soit chez le pasteur, soit chez le marabout ou le prêtre. Ça veut dire en réalité que quand je décide de faire la psychologie à l'école, j'ai pas trop de chance de m'insérer. Parce qu'on n'a pas la culture du psychologue. C'est la vérité. Vous voyez donc qu'à partir seulement de cet exemple, on a besoin d'une réforme du système éducatif. Maintenant, parlant de la professionnalisation, la loi de 2023 s'inscrit donc dans ce sillage. C'est pour ça que la loi de 2023 insiste pour que chaque entreprise soit désormais comme chaque université, autant pour moi, soit désormais une entreprise, parce que ça va permettre de faire quoi? De pratiquer ce qu'on a fait en classe dans les entreprises. Et c'est là où, c'est vrai que je n'ai pas voulu parler de ça, parce que l'institut qu'il a cité ici, je suis le responsable des affaires académiques de cette école-là. Et c'est là où, par exemple, il faut copier ce modèle. Parce que toutes les filières qui existent au sein de cet institut, il y a une entreprise. On forme dans la santé, il y a un hôpital. On forme dans les métiers de la microfinance, de la banque et de la gestion, il y a une microfinance. On forme dans les métiers de la communication, il y a une entreprise où vous allez aller appliquer. C'est ça. Il faudrait donc que l'État accompagne les promoteurs et que certains promoteurs prennent conscience qu'en réalité, pour que la professionnalisation soit effective, il faut qu'il y ait des espaces où les étudiants vont aller appliquer ce qu'ils ont appris à faire à l'école. Ça veut dire, quand tu es en première année journalisme, on te fait le cours sur comment faire un reportage. Vendredi, on t'envoie à la radio que va appliquer le reportage. Et ensuite, ton reportage à la radio. Et là, tu vois donc que tu es en train de fréquenter, mais en même temps, tu es en train d'apprendre effectivement ton métier. Et une fois que tu as ton BTS, tu es un produit prêt à l'emploi. Parce que c'est ça l'objectif justement de la professionnalisation, c'est que une fois que vous avez votre diplôme, par exemple en journalisme, mais que vous soyez prêt à l'emploi, ça veut dire que quand vous venez à CAM10, vous savez faire un papier, vous savez faire un reportage, vous savez même présenter une émission. Donc, c'est vrai que l'État a déjà posé un ensemble d'éléments, mais il faudrait davantage que l'État insiste auprès des promoteurs pour que ceux qui ne peuvent pas, par exemple, avoir des entreprises, qu'ils signent des partenariats. Ça veut dire que les instituts universitaires, par exemple, qui forment dans le journalisme, peuvent venir signer un partenariat avec CAM10 pour que les étudiants puissent venir justement se professionnaliser à CAM10. Donc voilà un peu la logique de la professionnalisation. Je pense que beaucoup a déjà été fait, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire.
Et aussi, j'ai envie de dire, je ne vais pas dédouaner les parents ici en sortant, mais il faut comprendre que la plupart de nos parents, parce que ce sont nos parents, ne connaissent même pas l'environnement. En fait, c'est la vérité. Parce que moi, par exemple, s'il fallait compter sur ma mère pour m'orienter, je suis sûr que je ne serais pas assis ici. Ça veut dire aussi que le gouvernement doit mettre un ensemble de structures sur pied, justement, qui vont accompagner les parents qui n'ont pas cette capacité-là à orienter les enfants pour que, justement, les enfants s'orientent vers, j'ai envie de dire, des filières et les spécialités qui vont nous permettre d'être émergents. Parce que quand vous lisez quand même la SND 30 qui est notre boussole, l'État a déjà défini ses axes stratégiques. Et l'État devrait donc justement mettre un point d'honneur pour que les ressources humaines s'orientent vers les axes stratégiques qui vont nous permettre d'atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Merci. Les axes stratégiques donc, qui vont nous permettre d'atteindre l'émergence. Alors, Martial, nous avons encore un problème dans notre société. C'est que lorsque l'enfant décide, par exemple, d'aller faire l'enseignement technique, il est considéré par les uns et des autres comme un raté. Est-ce que cela n'influence pas également quelque part notre enseignement, nos enseignements, ou alors notre éducation? Non, mais moi j'appelle ça simplement des stéréotypes sociaux importés dans lesquels les gens sont restés cloîtrés. Parce qu'aujourd'hui, monsieur Okala, vous avez mis une veste. Vous pensez que si monsieur Menunga et vous présentez devant un bureau, vous allez recevoir le même accueil? Je ne pense pas. La ressource humaine, alors qu'on a des capacités au Cameroun de former, on ne devrait pas. Je prends juste cette petite parenthèse-là pour que les gens puissent comprendre combien c'est important aujourd'hui le rôle de l'orientation. On parle tout à l'heure de la corrélation entre l'entreprise et l'école. Vous voyez qu'aujourd'hui, certains ont fait de l'école un business, comme on dit généralement. Un matin, un gars se lève, il crée son institut quelque part. Parfois, on ne sait même pas qu'il existe. Oui, il faut le dire. Parfois, on ne sait même pas qu'il existe. Observez ce qui se passe. Allez là-dedans, vous allez observer ce qui se passe. La rentrée académique, elle est proche. On partage des prospectus par là. Quand vous arrivez à la poste centrale, parfois, on vous jette ça dans les véhicules. Genre, bon, allez lire vous-même si ça vous intéresse. Donc, c'est très important aujourd'hui que les promoteurs d'établissements scolaires et les entreprises se mettent davantage ensemble. Pourquoi est-ce qu'il faut se mettre ensemble? Parce que l'objectif n'est pas forcément que l'enfant qui va sortir peut-être de l'Institut Bissau vienne travailler forcément à Camdis, mais que Camdis puisse être un pont qui permet à l'enfant de découvrir sa passion pour un métier, de lui ouvrir, de voir peut-être, qui sait, aller travailler dans une autre chaîne de télévision ou une autre chaîne de radio. Pourquoi même pas penser à un projet d'être promoteur d'une chaîne de télévision ou d'une chaîne de radio? Tout à fait. Donc, vous voyez que c'est ce concept-là qu'il faut encadrer. Dire aux gens, bon, ok, tu es formé peut-être en chimie, il y a, comment on appelle le complexe CCC. Ça fait ça en publicité. Voilà, où on nous fabriquait souvent du bon savon. Du bon savon à Douala. Voilà, qu'on soit capable donc, que c'est l'école qui forme soit capable de signer un partenariat, une convention de partenariat, pour dire, bon d'accord, nous avons des chimistes ici, il faut qu'ils viennent sur le terrain, de manière à évaluer si dans 1 an ou 2 ans, ils sont capables de nous fabriquer ou du lait de toilette, ou bien du savon à base peut-être de palmiste. Donc, il y a ces paramètres-là qu'il faut activer. Et à côté de ça, il y a l'éducation populaire qu'il faut également encadrer. J'entends quoi par éducation populaire? Celle-ci devrait beaucoup plus être tournée vers les parents d'apprenants, qui pour la plupart, voyez-vous, un parent d'un Ngulmunduga, je vais prendre un exemple comme ça. Si là-bas, en Ngulmunduga, le lycée technique qui est là-bas, on dit, bon, il y a la section méca auto, comme on appelait à l'époque, ou bien bois et bénisterie. Si un jour on n'a jamais fait un cours là-bas, on a donc passé le temps à dire à un gars que bon, quand tu prends la latte, tu mesures 10 cm, il faut faire des trous à 2 cm, il faut les recharger pour que ça puisse donner
un ensemble s'il n'a jamais pratiqué, vous comprenez que ça pose problème. Donc il faut qu'on sorte de la formation entonnoir où elle est beaucoup plus théorique que pratique. Moi je propose un enseignement à 80% pratique et à 20% théorique, où on amène un gars au laboratoire, on lui dit bon ok, tiens cette seringue, voilà une poupée, la veine de je ne sais quoi se trouve à tel endroit, recherche cette veine. Le dosage pour telle chose, c'est tant. Rassurez-vous, dans les villages aujourd'hui, on a des sages-femmes qui n'ont pas eu besoin de passer par des instituts de santé, qui se sont formés dans le tas. Où tu viens un matin, on te dit, bon, ok, quand une femme arrive à l'hôpital, quand elle présente tel signe, ça répond à tel critère. Donc, c'est important de rester d'améliorer peut-être ce format-là, mais en faisant davantage la promotion de l'éducation populaire et en valorisant les aspects liés aux conventions de partenariat. C'est très important. Merci. Alors, Christian Noël a dit qu'aujourd'hui, on devrait changer de discours parce qu'on a l'impression que l'enseignement technique reste un peu stigmatisé dans notre société. Bon, mais je pense peut-être, même nous, quand on était au cours moyen 2, on nous disait, bon, nous, on avait le critère d'âge. On nous disait que quand tu avais plus de 13 ans, pour aller au CTN, il fallait avoir 13 ou 14 ans. Donc, justement, on choisissait la raison pour laquelle on pense sans te couper que l'enseignement technique, c'est pour les ratés. C'était pour les ratés. Mais nous qui avons fait la technique après le bac scientifique, on a fait l'ingénierie, on a vu que, en fait, il faut donner aux techniciens leur valeur. Vous savez, vous avez parlé de la professionnalisation des enseignements. Toutes les filières peuvent être professionnelles. Il faut seulement orienter ces filières. Je prends par exemple les mathématiques. Vous voyez, nous on nous a montré ce qu'on appelle les matrices. Les matrices, comment on multiplie les matrices. Quand vous multipliez une matrice par un nombre, ça veut, si au traitement du marge, vous voyez ça. Parce qu'une marge, c'est quoi? C'est un ensemble de pucelles. Donc c'est un vecteur des vecteurs sur le plan mathématique. Sur le plan, par exemple, le traitement du signal, l'image, c'est quoi? C'est un signal bidimensionnel. Si j'agrandis l'image, ça veut dire que je suis en train d'agrandir tous ces points lumineux qui représentent une matrice qui se représente sur les lignes et les colonnes. C'est ça qu'on doit faire, ce qu'on appelle, c'est ça la professionnalisation des enseignements. Expliquer aux enfants que pi qu'on utilise, pi c'est 3,14. 3,14 c'est quoi? C'est quoi 3,14? Nous devons montrer aux enfants que si je prends un fil, je prends par exemple un fil comme ça là. Voici un cercle qui est là. Si voici le diamètre. Puis c'est quoi? C'est le nombre de fois qu'on fait roter le diamètre. Si vous prenez ce diamètre, vous allez voir que c'est 3 fois et vous avez une petite partie qu'on est 14. Ce 14 représente quoi? Il faut que l'enfant sache pourquoi c'est 3,14. Donc on peut professionnaliser les enseignements. L'enseignement ne doit pas être là. Quand on dit la professionnalisation des enseignements, c'est que si on fait par exemple sciences juridiques et politiques en fac, on doit ramener ça sur la profession. Qu'est-ce qu'on demande réellement? Qu'est-ce qui est important? Quand le policier vous arrête, il ne vous parle pas du droit de manière générale. C'est pour la profession. Il y a des choses qu'on doit connaître élémentaires. Et on s'applique sur ça et on met ça en vigueur. Donc dans toutes les spécialités, c'est ça la professionnalisation des enseignants. Les enseignements, c'est rendre ce qu'on a de manière de la recherche à la profession. Donc ramener cette recherche à la profession. Donc l'appliquer, les mathématiques appliquées, la physique appliquée qu'on doit amener. Donc tout ce que nous utilisons, toutes les filières sont très bonnes. Peut-être, revenez ce que le chef de l'État a dit, augmenter plutôt les filières comme l'agriculture, en diminuant peut-être l'administration, les filières, il a parlé peut-être la psychologie. Mais vous savez que si la psychologie enseignée en fac est différente de celle qui est dans les écoles de formation, donc on doit amener ça à une profession à être beaucoup plus interactive. Alors, sans te couper, Christian, parce que vous-même vous parlez de professionnalisation et que le discours devrait changer. Mais quand vous venez à la télé, vous habillez en veste. Cela veut dire que vous avez déjà des modèles, des enfants qui font de vous un modèle. Du genre, c'est l'administration qui devrait primer. Est-ce que c'est normal? Non, c'est juste que ce n'est pas... Les enfants qui voient... Parce que quand moi je fais souvent les séminaires, l'importance de l'école. Parce que vous savez, il y a un discours qui est en train d'émerger dans nos quartiers qui dit qu'on fait l'école ne sert à rien. Nous, on fait des séminaires sur l'importance de l'école. Si vous avez un institut, comme il est là, il peut m'inviter où je parle de Facebook. Vous voyez maintenant, comme il a parlé du business école.
où les gens créent des filières, je vais enseigner l'IA. Quand vous regardez le profil, mais il faut avoir ce profil. Ou si vous ancrez dans la conception d'une intelligence artificielle, vous voyez les algorithmes de prédiction qu'il faut maîtriser. Et quelqu'un dit qu'il enseigne ça aux étudiants, vous vous posez la question qu'il va enseigner quoi, l'utilisation. Et c'est lui-même qui comprend. Parce que nous qui avons, que c'est notre domaine de recherche, il faut faire très attention quand quelqu'un dit qu'il enseigne ça rapidement. Et comme vous voyez, si on parle d'inclusion, vous allez souvent voir collège d'inclusion. Donc les gens, on a ramené l'éducation à un business. Et il faudrait qu'on se ressaisisse et on voit que ce qui est important, ce qui est réel. Il faut que nous soyons capables d'expliquer et de faire le lien direct entre nos enseignements et l'application dans la vie. Et les enfants vont nous suivre. Alors, pour Stéphane, Christian évoquait qu'il y a nécessité de changer le discours. Et aujourd'hui également, on parle d'un autre concept, celui d'un étudiant, une entreprise, voilà, étudiant-entrepreneur. Est-ce que c'est facile pour les étudiants que nous tous nous connaissons de devenir des entrepreneurs d'ici 3 ans, 2 ans ou alors d'ici quelques temps? C'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est pour ça que j'ai parlé de la réforme du système éducatif, parce que en réalité, il faut rentrer davantage en profondeur. Ce qu'on a fait en 2023, c'est bien, mais on peut faire mieux. Parce que il faut comprendre ici que l'entrepreneuriat, c'est une culture. Et notre système éducatif ne l'a pas encore intégré. Parce que avant, par exemple, la loi de 2023, vous faisiez tout votre parcours académique, c'est-à-dire de la CIL, par exemple, en doctorat. Vous n'avez jamais fait un cours d'entrepreneuriat ou d'initiation en entrepreneuriat. Et un matin, on vous dit qu'il faut entreprendre pour vous insérer. Ça pose quand même un problème. Donc, vous vous rendez quand même compte qu'aujourd'hui, dans les instituts universitaires, dans les universités, on fait quand même l'effort d'introduire l'aspect entrepreneurial pour préparer déjà le jeune à comprendre qu'en fait, s'insérer professionnellement ne signifie pas forcément travailler. L'insertion professionnelle signifie aussi qu'on peut créer. Et j'ai envie de vous dire que il y a des métiers où on n'a pas besoin d'écrire, j'ai l'honneur de venir auprès de votre bienveillance, solliciter un emploi. Oui, il y a des métiers où vous n'avez que besoin de votre caméra et de votre ordinateur pour vous employer. Mais pour comprendre ça, il faut avoir fait des cours en entrepreneuriat. Tout à fait. Pour comprendre qu'en fait, après mon BTS, je dois m'auto-employer. Donc, c'est possible à condition que les instituts universitaires fassent véritablement leur travail, que l'État fasse son travail, et vous allez vous rendre compte que nous aurons beaucoup d'entrepreneurs dans les jours à venir, et aussi nous aurons moins de chômeurs et moins de sous-emploi. Donc, je vais donc sortir par rapport à cette question en disant que moi, je ne suis pas en train de dire qu'on doit tout fermer, parce que tout est important dans la vie, mais on doit réduire. On doit réduire pourquoi? J'aime souvent prendre un exemple banal. Au Cameroun, en réalité, on ne devrait pas faire un concours pour entrer à Polytech. On ne devrait pas. On veut être émergent. Ça veut dire qu'on a besoin de l'ingénierie. On n'a pas besoin des bureaucrates. On doit plutôt faire les concours pour aller à Soa et à Ngouaekele. Mais pour aller à Polytech et toutes les autres écoles techniques, travaux publics, on ne devrait pas faire les concours. Ça devrait être accès libre. Parce que plus vous avez les ingénieurs, plus vous êtes capable de faire quoi? De créer la richesse. Parce que c'est l'ingénieur ou les ingénieurs qui créent la richesse ou la valeur ajoutée. Et là, quand l'ingénieur a donc créé la richesse, ça fait que le bureaucrate va trouver sa place. Donc, sur ce plan déjà, il faudrait qu'on inverse les rôles. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on cesse de faire des concours pour entrer dans des écoles d'ingénierie. Moi, je suis même de ceux, je veux même pousser le bouchon loin. Il faudrait qu'on fasse 10 ans où on ne fait pas de concours pour entrer au CUS. Si tu veux faire la médecine, tu vas faire la médecine. Parce qu'on a besoin de cette... Payer simplement la pension. Oui, on a besoin d'eux. Donc, voilà quelques éléments qu'il faudrait qu'on change au Cameroun pour que justement la problématique que vous avez posée ait tout son sens et apporte des solutions concrètes et pratiques au Cameroun qui veut être émergent. Merci. Nous remarquons quand même qu'il y a des blocages pour ce concept-là, un étudiant, une entreprise ou alors un étudiant entrepreneur. Parce qu'avec certaines filières, sans toutefois stigmatiser certaines filières, mais quand même avec certaines, c'est compliqué, non, Martial, pour y arriver. Je vais paraphraser Stéphane qui disait que c'est compliqué, mais c'est pas impossible.
lorsqu'on fait LMF, lorsqu'on fait sociologie. Bien sûr, c'est vrai que il y a, je disais en entame de mon propos ici, même LMF, c'est-à-dire l'électromodèle français. Toutes les filières ont des débouchés. Toutes les filières. Il suffit juste d'avoir le cran, de passer autre, le simple contexte du cours que vous suivez à l'université. Moi, je suis un peu produit de l'université de Yaoundé 1. Déjà en deuxième année, on vous enseigne des cours, il y a des unités d'enseignement sur la création d'entreprises. Dans votre filière? Dans ma filière. On vous montre comment il faut créer une entreprise, comment il faut rentabiliser une entreprise. À côté même de ça, vous voyez qu'aujourd'hui, on a l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tellement de choses sont devenues faciles aujourd'hui. Vous pensez que quelqu'un qui fait un LMF ne peut pas devenir un très grand écrivain? Vous avez l'impression que ça ne peut pas se faire? Ou bien quelqu'un qui fait l'anthropologie ne peut pas vous mener une étude? La question se posera au niveau des moyens. Je peux comprendre, oui, mais c'est pour ça qu'on reste donc sur la logique de ce que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Peut-être le contenu au quotidien, c'est le contenu au quotidien qui peut poser problème. Parce que voyez-vous aujourd'hui, quand vous écoutez certains jeunes, ils vous disent que leur choix de travailler à la fonction publique, c'est parce qu'il a à la retraite, il n'aura pas besoin de travailler. Il aura une pension. Est-ce que vous savez que le petit boutiquier du quartier, lorsqu'on évalue ses entrées à la fin d'un mois, il pèse plus qu'un fonctionnaire? Bien sûr. Le petit boutiquier du quartier, celui qui vend le pain à madame ou aux enfants le matin là, son chiffre d'affaires à la fin d'un mois est plus élevé que celui d'un fonctionnaire. Alors, il faut donc accroître la visibilité des métiers porteurs. Pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas, on n'organiserait pas des formations pour montrer aux gens comment il faut ouvrir une boulangerie? Ou bien comment il faut ouvrir un petit commerce au quartier pour vendre les arachides, les oignons et autres. Parce qu'on estime que c'est des métiers de bas étage. Justement, parce que c'est ça la logique. La stigmatisation. On stigmatise, on dit non. Et puis c'est plus fréquent chez de jeunes femmes. À côté d'une jeune fille qui a une mèche de 400 000 avec une cervelle vide, il y a une autre qui a les nattes avec le fil noir là, qui a son plateau de bananes sur la tête. Vous pensez qu'à la fin d'une journée, les deux personnes qui entreprennent plus que l'autre, c'est celle qui a les nattes sur la tête. Qui sait que quand elle a acheté son régime de bananes à 2000, quand elle revend 3 doigts à 100 francs, ça lui permet d'atteindre un objectif. Et elle réinvestit donc le bénéfice chaque fois dans son capital. Un matin donc, au-delà de vendre de la banane, elle décide peut-être de faire des chips de banane ou bien de biscuits de banane. Vous comprenez donc que l'entrepreneuriat, c'est un processus. On commence quelque part et on évolue progressivement. Avec le temps, on peut convoiter des moyens d'accompagnement. Sauf qu'avec même ces mêmes moyens d'accompagnement, on a observé que parfois un jeune a un très bon projet. Un matin, on lui dit, bon, ok, ton projet il est bon, mais si tu veux l'argent, vends-nous ton projet. Oui. Ça arrive régulièrement. C'est des cas qu'il faut dénoncer. On a eu beaucoup de projets au Cameroun qui on dit bon, accompagnons pour soutenir l'entrepreneuriat jeune. Mais ces programmes, est-ce qu'ils bénéficient véritablement à ceux qui ont des projets qu'il faut financer? Il y a anguille sous roche. Je ne dis pas que certains qui avaient des projets n'ont pas trouvé des financements là-bas, mais le ratio, il est de combien? Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut explorer, mais davantage, il faut viabiliser et donner plus de visibilité aux métiers porteurs. Merci. Il a parlé d'accompagnement également. Il faut dire que durant le salon, qui s'est donc ouvert hier, le salon sur l'orientation académique et professionnelle, il y a 400 millions qui seront injectés pour soutenir environ 500 000 étudiants par là. Comment est-ce que vous pouvez apprécier donc cette action-là déjà, vous qui êtes dans l'enseignement, Christian Noël Kaljop? Je pense que l'accompagnement est une action qui
qui est la bienvenue, parce que vous savez que là, lorsque vous avez la compétence humaine, il faut un accompagnement financier. Parce que vous savez que, quelles que soient vos compétences, c'est vrai qu'il a parlé de la digitalisation. Vous pouvez faire, après vos études jusqu'au niveau du BTS, vous avez fait peut-être que la vente, peut-être que le commerce. Donc vous pouvez, à travers votre téléphone, faire la vente en ligne sans avoir même à acheter une boutique. Vous êtes seulement en contact avec le client et les boutiques. Mais lorsque l'État vous finance, c'est que vous êtes un privilégié. Parce que tous les projets aujourd'hui ont cette difficulté du financement. Mais maintenant, il y a un ancien ministre des petits et moyens d'entreprise qui disait que on a lancé un concept où on finançait des micro-projets. À un moment donné, sur plus de 200 projets, on n'a même pas vu 20 personnes qui avaient réellement fait quelque chose. Peut-être les moyens n'étaient pas suffisants. Non, je ne parle pas des moyens suffisants. C'est que c'est nous-mêmes. Parfois, on se dit que lorsqu'on vole l'État, on a volé une personne qui est imaginaire. Non, si vous prenez l'argent de l'État, vous avez enlevé quelque chose qui pouvait aider quelqu'un. Lui, il a parlé aujourd'hui, quand il entrait, du voyage des enseignants. Moi, je vous dis que la plus grande puissance, la France est la plus grande diaspora du Canada. Et la France, c'est une super puissance économique, c'est une super puissance économique, c'est une puissance nucléaire. Mais les Français, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire au Canada? Donc, si quelqu'un voyage, ça veut dire qu'il veut voyager. Mais si nous rentrons dans notre concept et nous voyons que déjà on est en train de financer les projets des jeunes, c'est un signe que le président Biya est à l'écoute de la jeunesse. Parce que, mais il faudrait que ce financement, est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un financement remboursable qui permettra d'aider d'autres personnes? Il faut connaître, je n'ai pas vraiment lu le contenu de... Il y a eu l'annonce, après on ne sait pas si... Bon, on pense que ça va dans ce sens. Non, si ça va dans ce sens. Vous savez que nous avons bénéficié des 50 000 du chef de l'État. Ces 50 000 qui ont permis à ce que je puisse faire ma plus belle rencontre. La plus belle rencontre, c'est pour ça que je remercie ce monsieur, le président Biya. J'étais aligné. C'est pas trop politique. Non, quelque part, on attendait les 50 000 et elle était derrière moi. On a fait 3 jours parce que le rang était très long et on s'est rencontrés comme ça. Donc je pense que le financement du chef de l'État est une bonne chose. On ne sait jamais. Si vous êtes, vous pouvez aller vous aligner. Il faut créer une lettre au président de la République pour lui dire que grâce à lui, vous êtes mariés. Non, c'est grâce à lui. Ah, je dis que je remercie. Non, je voudrais que vous lui envoyiez une lettre pour lui dire ça. Non, je n'ai pas besoin de la lettre. Parce que ici, c'est une lettre. Parce que si j'écris une lettre, ça, je ne suis pas sûr que vous savez que l'émission est beaucoup regardée. Merci. Elle va arriver. Il y a 400 millions pour environ 5 000 étudiants. Est-ce que cela est suffisant véritablement pour soutenir les projets de ces étudiants entrepreneurs aujourd'hui? Ce n'est pas suffisant, mais il faut déjà saluer cette initiative parce que j'ai quand même eu le privilège d'avoir participé à la mise en place de ce projet en 2019 avec l'OMDES, parce que c'est un projet qui a commencé depuis. Et moi, je suis quand même fier de savoir que ça a évolué. Parce qu'avant, on arrivait quand même à sélectionner les projets innovants, mais il n'y avait pas de financement. Ça veut dire qu'on les accompagnait avec les formations, mais au niveau des financements, ça bloquait. Si aujourd'hui, quand même, on peut déjà avoir des financements, c'est une bonne chose. Mais cependant, j'ai envie d'interpeller l'État en lui disant que il ne peut pas financer tout le monde. L'État doit donc mettre un mécanisme de garantie qui fera que on ne me demande plus le titre foncier. Parce que c'est ça le problème au Cameroun, on finance la garantie et non le projet. L'État doit donc mettre un mécanisme qui fera que nous ne soyons plus tous là à attendre les 400 millions du MINSUP. Mais que nous soyons capables de monter des projets bancables, des projets fiables, des projets innovants et réplicables, et que j'aille avec dans une microfinance et qu'on me finance justement parce que l'État a mis des garanties. C'est un peu ce qu'il faut demander à l'État aujourd'hui, parce que l'État ne pourra jamais nous financer, nous tous. Ou alors le gouvernement ne pourra jamais financer tout le monde. Le gouvernement doit simplement mettre un mécanisme qui va faire que si j'ai un projet porteur et que la banque ou l'institution financière se rend compte que mon projet est rentable, mais simplement qu'on me finance et qu'on m'accompagne. Et aussi un autre élément,
qu'on mette véritablement des mesures qui vont inciter les gens à entreprendre, parce que c'est vrai qu'il y a encore un grand décalage entre ce qui est dit et ce qui est véritablement pratiqué, parce que pour les jeunes entrepreneurs parfois ce n'est pas facile. Je parle de ce que je connais parce que je côtoie les jeunes entrepreneurs chaque jour, et je peux rassurer le gouvernement camerounais ici que les étudiants camerounais ont trop de projets. Il faudrait simplement que l'État mettre un point d'honneur justement sur l'accompagnement. Merci. L'émission est pratiquement terminée. Le mot de fin, Martial. Il nous reste environ 1 minute. Oui, aujourd'hui on parle de l'entrepreneuriat jeune. Je crois qu'il est important d'assouplir les mesures fiscales, parce qu'un rapport de l'Institut national de la statistique démontre que 8 entreprises sur 10 meurent au bout de 3 ans après leur création sous le poids de la pression fiscale. On n'a qu'à voir ça là. Même dans nos quartiers, le matin on vient, on trouve que vous avez peur un petit compte plaqué quelque part là pour vendre des biscuits. C'est soit la mairie qui est déjà devant vous, soit la communauté urbaine et tous ces aspects-là. Il faut davantage investir justement dans l'entrepreneuriat jeune, mais je suis favorable pour un accompagnement assisté, parce que si on prend de l'argent, on remet à certains, ils vont vite faire les papiers pour aller au Canada. Merci. Alors, Paul, nous sommes à la fin de l'émission. Mot de fin, petit mot de fin. En 1 seconde. Je vous dirais simplement merci pour la thématique que vous avez mis, parce qu'elle est d'une importance cruciale et capitale, parce que beaucoup de jeunes, j'insiste, ratent leur vie à cause d'une mauvaise orientation. Merci. Christian Noël Kaljop, votre mot de fin. Nous sommes à la fin de l'émission. Oui, moi, mon mot de fin, c'est de demander aux 3 acteurs principaux de travailler en synergie, à savoir les enseignants, les parents et l'environnement qui entoure l'enfant sur l'orientation efficace et même efficient pour l'enfant. Alors, merci donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons parlé de l'orientation académique et professionnelle. Et nous avons essayé d'explorer donc la finalité de ces concepts-là. Merci de nous avoir suivis ce jour. C'est terminé pour aujourd'hui. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est de toujours garder la positive attitude et surtout de garder le sourire, quelles que soient les situations qui arrivent dans la vie. Nous, on vous donne rendez-vous demain. Nous serons vendredi. Et nous allons donc vous retrouver lorsqu'il sera 9h et 9h top pile dans la cité capitale et même tout et partout en Afrique centrale. Nous, on vous dit merci de nous avoir suivis ce jour et à très bientôt. Et à demain lorsqu'il sera 9h. Bonjour.